merci beaucoup pour cette très gentille et aimable présentation. Ça ne m'étonne pas du tout. Je suis très content, très heureux de revenir ici. C'est toujours un plaisir de parler à Chinon et de retrouver ce festival. Alors, c'est un festival que j'aime beaucoup parce qu'il a réussi à mêler des choses qui, a priori, peuvent sembler difficiles à concilier, et il le fait avec, vraiment avec... de façon assez parfaite, je trouve. Voilà. Alors, moi, je suis littéraire de formation. J'ai accepté la mission qui m'a été confiée par Mathilde de dresser rapidement une toile de fond. Je vais essayer de vous parler de littérature en m'appuyant évidemment sur l'histoire, puisque ce sont deux disciplines sœurs. Hein. Et donc, je vais faire un parcours assez rapide, nécessairement, puisque c'est une toile de fond qui avait comme visée folle en 25 minutes de présenter la question sur l'ensemble du XVIe siècle. Évidemment, c'est tout à fait impossible. Donc, je vais essayer de donner quelques coups de sonde ici ou là, en m'appuyant sur l'histoire des idées, l'histoire des théories politiques et l'histoire littéraire, évidemment. Voilà. Le parcours qui est le mien, c'est un parcours qui aura comme fil directeur, pourrait-on dire, la progressive acceptation dans les discours uniquement, hein, je ne parle pas de la réalité des choses, et dans l'idéologie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le réalisme politique. Voilà. C'est pour ça que j'avais employé dans la présentation le mot allemand, hein, de realpolitik, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est C'est par exemple le fait qu'indépendamment de la justice de la cause, la guerre est parfois décrite, sinon comme une bonne chose par les auteurs que je fréquente, du moins comme un mal nécessaire pour le maintien de la stabilité du royaume. Voilà. Avant d'entrer dans le détail, hein, je précise que c'est là quelque chose qui me semble important d'avoir en tête pour bien comprendre mon intention, c'est de parler uniquement de l'évolution des discours et non pas des réalités. Ce qui m'intéresse, c'est d'une certaine façon l'augmentation du seuil de tolérance par rapport au discours sur la guerre, hein, au fur et à mesure du XVIe siècle. L'acceptation dans les traités de ce que l'on pourrait appeler les nécessités ou la nécessité de la guerre. De fait, la philosophe Simone Goyard-Fabre n'a pas tort de dire que le paradoxe de la pensée renaissante sur cette question, c'est d'être tout à la fois nourri de l'idéalisme, alors elle précise platonicien, mais je crois qu'on pourrait dire tout aussi bien chrétien, et pourtant dominé par un réalisme qui est le réalisme machiavélien. Voilà. Le parcours que je vous propose sera en réalité, je vous le disais, constitué de quelques coups de sonde. Le premier, sur lequel je m'attarderai un peu davantage, étant donné le festival dans lequel dans lequel nous parlons, c'est évidemment Rabelais. Rabelais, lu à la lumière d'Érasme, ou plutôt la lecture d'Érasme faite par Rabelais telle qu'elle transparaît dans ses romans, en essayant de montrer que Rabelais n'est pas qu'un vulgarisateur, qu'un diffuseur de la pensée érasmienne. Et puis les autres coups de sonde seront un peu plus tardifs, et je terminerai, si j'ai le temps, en disant quelques mots sur Montaigne. Voilà. J'espère réussir à montrer que, par ces quelques jalons, la distance de plus en plus importante qui s'installe entre la vision qui est celle idéaliste de l'humaniste du Nord, hein, Érasme, et la vision plus réaliste qui accourt en France, puisque c'est ma perspective, après 30 années de guerre civile avec Montaigne. Voilà, donc une présentation un peu rapide, un peu simpliste, et je m'en excuse auprès des collègues qui, dans l'assistance, hein, connaissent déjà bien ce sujet. Alors, partons, après ces prolégomènes, si vous le voulez bien, d'Érasme. Érasme hérite d'abord d'une tradition, on est toujours l'héritier de quelqu'un, hein, donc on hérite d'une tradition qui est une tradition chrétienne, qui s'incarne dans un genre littéraire et politique particulier, dont je vais vous dire un tout petit mot, qui est celui des miroirs du prince. Alors qu'est-ce que c'est que les miroirs du prince? C'est un genre littéraire, philosophique, politique, florissant à la Renaissance. L'historienne Isabelle Flandroy a fait le décompte des ouvrages de ce type, et pour la période moderne, européenne je crois, elle compte plus de 700 miroirs du prince et 360 institutions, un millier de textes, disons. Tradition qui, au début du XVIIe siècle, en France, est déjà si abondante que Pierre de l'Étoile, dans son journal, donc en 1609, va jusqu'à dire « J'ai acheté un livre ce jour, fait par Héroard, premier médecin de Monseigneur le Dauphin, intitulé « L'institution du prince ». Oui, je ne parle pas dans le micro? D'accord. Alors, là, vous m'entendez mieux? Alors, donc ce texte, je reprends. J'ai acheté ce jour un livre nouveau fait par Héroard, premier médecin de Monseigneur le Dauphin,
instituer l'institution du prince, qui est, dit-il, une matière si triviale et un sujet tant de fois chanté et rechanté qu'on n'y peut trouver que des redites. C'est devenu le topos des topoi. Toute une tradition dont on n'a plus vraiment idée, véritable genre littéraire, assez méconnu, du point de vue des littéraires, je veux dire, avec ses règles, ses codes et tout un horizon d'attente. Alors que sont ces textes? Ce sont des traités pédagogiques, des manuels de gouvernement. Il y a été fait allusion hier, dans une des conférences, dans lesquels une succession de moralistes soumet en modèle au futur roi une image du prince parfait. Ce sont donc des ouvrages destinés à la noblesse, mais surtout au prince. On présente du prince non une image réaliste, comme le nom miroir du prince pourrait le laisser penser à un lecteur contemporain, mais un modèle de bon comportement. Donc ne nous laissons pas abuser par ce terme de miroir. L'image qui figure dans le miroir n'est pas celle que vous renvoie votre miroir, celle qui vous représente, mais un reflet, c'est pas un reflet, mais c'est un horizon à atteindre. C'est un modèle. Voilà. Alors comme les miroirs sont des bons manuels, sont des manuels de bon gouvernement, la question de la guerre y figure évidemment parmi les préoccupations importantes. Sans entrer dans le détail, disons que ces miroirs sont, ce qui ne surprendra personne, sont globalement d'inspiration augustinienne et thomiste, et qu'ils estiment qu'une guerre peut être nécessaire et juste à certaines conditions. Je n'entre pas dans la question, parce qu'elle est gigantesque, mais la question de la guerre juste est évidemment à l'arrière-plan de tout ce que je vais vous dire. L'essentiel dans une société chrétienne est de garantir la paix civile, même si cela passe parfois par l'usage des armes. Saint Augustin a sur ce point des paroles très claires, alors je passe sur les exemples, reprises par les uns et les autres. La perspective médiévale est bien évidemment une perspective chrétienne dans laquelle la guerre n'est pas encouragée, évidemment, mais elle a tout de même une place dont témoignent certaines œuvres. Elle peut être juste à certaines conditions. Alors comment on fait pour... Qu'est-ce qui permet de définir la justa causa, la juste cause? Je fais une synthèse là encore rapide en disant que parmi les motifs qui rendent une guerre légitime, il faut d'abord qu'il s'agisse d'une guerre défensive. Les guerres offensives ne sont pas des guerres légitimes. Enfin, en tous les cas, pas souvent. Elle est notamment possible, la guerre défensive, dans les cas de légitime défense. Il faut, deuxièmement, que l'intention de celui qui engage la riposte soit une intention pure, morale. Et, troisième point, pour en ajouter d'autres, que la riposte soit proportionnée, on retrouve des questions juridiques, soit proportionnée à l'agression qui a été commise. Donc, dans certains cas, l'option guerrière peut être moralement la meilleure. Si la guerre, ils ne sont pas stupides, les penseurs du Moyen-Âge, ils se sont bien constatés que la guerre entraînait nécessairement des horreurs, elle est tout de même, comme le dit saint Thomas, un mal parfois. Elle est un mal, c'est sûr, mais elle est parfois, et c'est là où ça devient intéressant, un mal nécessaire ou un moindre mal. Cela, c'est ce que l'on appelle dans le cas de l'époque une nécessité. Dans le vocabulaire de l'époque, c'est une nécessité, c'est-à-dire que la guerre n'accompagne pas nécessairement l'exercice du pouvoir, mais elle est ce que les théologiens appellent une necessitas peccandi, une situation de necessitas peccandi, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous êtes nécessairement obligé de commettre un péché. Ça arrive. Pris entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous serez coupable, certainement, mais vous pouvez l'être moins que davantage. Donc évidemment, il faudra choisir la situation, l'option morale la moins défavorable. Situation cruelle dont parlera Montaigne et plusieurs autres. Voilà. C'est une des réflexions d'ailleurs que va mener Grand-Gousier dans le passage que je vais lire tout à l'heure. D'où l'importance évidemment de la pureté de l'intention de celui qui engage la riposte. Comme le rappelle Monique Cantos-Sperber, autre philosophe, pour saint Augustin, la bonté des intentions de celui qui décide la guerre fonde la qualité morale de celle-ci. Quant à la règle de la proportionnalité, c'est Thomas qui l'introduit dans la définition de la guerre juste. C'est bien évident, on ne répond pas à une offense minuscule en déclenchant une guerre mondiale, de telle sorte qu'un chef d'État, disons Picrocole, qui chercherait à se venger d'un tort minuscule, par exemple une affaire de Foisse, dont il ferait une affaire personnelle, une offense personnelle, d'où la colère qui le caractérise jusqu'à le constituer, puisque son nom propre dit sa colère,
Sans faire par ailleurs le moindre effort pour chercher à mesurer ses affects, ni chercher à éviter ce mal terrible, tout en utilisant des moyens absolument disproportionnés pour mener l'offensive, ne pourrait, à l'évidence, d'après ces penseurs médiévaux, se targuer de mener une guerre juste qu'au prix d'une parfaite mauvaise foi. Et c'est bien à ce cas, trop beau pour être honnête, si je puis dire, auquel nous avons affaire dans le Gargantua. Je ne relis pas le texte, il est trop connu de vous pour cela. Alors venons-en à Érasme. Par rapport à cette doctrine, que je présente là encore comme un tout unifié alors que ce n'est pas du tout le cas, l'œuvre d'Érasme se caractérise par ce qu'on pourrait considérer comme une radicalisation de la position médiévale. Je m'explique. Le grand humaniste fait preuve, par rapport à la question de la guerre, d'une tolérance bien moindre que ses prédécesseurs à l'égard de la possibilité d'une guerre juste, et insiste au contraire, autant qu'il le peut, sur toutes les conséquences désastreuses qui, à le lire, accompagnent systématiquement toutes les guerres. Si Érasme est bien contraint de concéder que mener la guerre peut être parfois nécessaire, il ne le fait que du bout des lèvres, et il réserve cette option à des cas si rares qu'en réalité son acceptation de l'héritage thomiste ressemble fort à sa subversion. Alors je vais vous lire un texte, puisque sinon on pourrait parler comme ça indépendamment des auteurs, ce serait dommage. Je vais vous lire un texte qui est peut-être un peu long, mais qui me semble important pour notre propos. Alors c'est un texte dans une traduction française du XVIIe siècle d'Érasme, mais ça change peu de choses en ce qui nous concerne. Un bon prince, écrit Érasme, n'entreprendra donc jamais la guerre qu'après avoir tenté tous les moyens possibles de l'éviter, et que si nous étions dans cet esprit-là, à peine y aurait-il jamais de guerre entre nous. Mais enfin, si on ne peut se dispenser d'un mal si silencieux, du moins le prince fera tous ses efforts qu'elle se fasse avec le moins de perte des siens et le moins d'effusion du sang chrétien qu'il se pourra. Et l'on rejoint la question des stratagèmes qui a été évoquée hier. Le stratagème permet d'éviter un carnage, donc ça, du point de vue érasmien, c'est intéressant, et qu'elle soit terminée en peu de temps. Premièrement, le prince considérera combien il y a de différence entre l'homme, lequel est né pour vivre en paix et amitié avec son semblable, et les bêtes féroces qui sont nées pour la proie et pour la guerre. La guerre, c'est ce qui nous ravale au rang d'animaux sauvages. En après, quelle différence il y a entre un homme et un homme chrétien? La guerre, c'est ce qui nous ravale au rang de cannibales ou de sauvages ou de païens par rapport aux chrétiens. Et encore, combien la paix est chose souhaitable, honnête et salutaire. Au contraire, il pèsera combien la guerre est chose ruineuse et détestable. Quelle foule de maux et calamités produit celle-même qu'on estime la plus juste. Le mot y est. Et s'il n'y en a pourtant aucune qu'on puisse appeler de ce nom. Finalement, après s'être dépouillé de toute passion et préoccupation d'esprit, il consultera sa propre raison en supputant combien la guerre lui coûtera, quand même la victoire, qui bien souvent ne favorise pas la meilleure cause, lui serait assurée si la dépense n'excédera pas le gain. Comptez par le menu tous les soins, tous les soucis, toutes les dépenses, tous les périls, l'appareil long et fâcheux, quel lit d'hommes scélérat, c'est les mercenaires, il faut mettre ensemble, quel abaissement il faut que le prince fasse en donnant son argent à un soldat mercenaire, le plus infâme et le plus exécrable de tous les hommes. Et tout cela seulement pour paraître avoir plus de courage que son ennemi. Non, il n'y a rien qui doive être plus cher à un bon prince que d'avoir de bons sujets. Mais qu'y a-t-il de plus pernicieux et plus contraire aux bonnes mœurs que la guerre? Vous voyez comment procède Érasme. Même sans considération morale, un simple calcul d'intérêt, un simple calcul économique, doit conduire le prince rationnel à tout préférer à la solution guerrière. C'est aussi la solution de Thomas More, dont je parlerai tout à l'heure. Apprenant à la jeunesse de son royaume à faire la guerre, il est contraint de l'exposer à une infinité de périls. Et souvent, en une heure, il fait un nombre inconcevable de veuves et d'orphelins. Il prive quantité de vieillards de leurs enfants. Il fait un nombre infini de pauvres qu'il réduit à la mendicité et qu'il rend en tout misérable. Il n'y a donc rien au monde sur quoi un prince doive tant consulter que quand il est question d'entreprendre une guerre. Après que le prince aura bien compté par le menu tous ces mots, si pourtant il est possible d'en faire le calcul, alors il raisonnera ainsi en lui-même. Et on a le soliloque du prince. Je serai, moi seul, en cause de toutes ces misères. Tant de sang humain répandu, tant de veuves, tant de maisons en deuil, tant de vieillards privés de leurs enfants, tant de pauvres réduits à la mendicité, enfin la ruine totale des mœurs, des lois et de la piété, tout cela sera à moi à payer, à Jésus-Christ. Voilà. Donc
comment faire une guerre après, hein. Enfin, une fois qu'on a lu ça, difficile. L'évangélisme d'Érasme aboutit à un pacifisme assez intransigeant, notamment si on le compare à la position de saint Thomas. Qui osera, après avoir lu ça, sortir l'épée du fourreau? La position érasmienne ne fait en fait que développer celle que décrit son ami Thomas More dans la célèbre Île d'Utopie, dont il a été fait mention hier aussi. Mais précisément, c'est une utopie. Les utopiens, écrit Thomas More dans la traduction Leblond, détestent et ont horreur de la guerre comme une chose brutale, laquelle toutefois entre nulles bêtes, n'étant en usage comme entre les hommes, et ne font pas grande estime de la gloire qu'on va cherchant en fait d'armes, qui est contre la mode presque de toutes les nations. Alors je passe sur un certain nombre de choses que j'avais prévu de vous dire, et j'avance. Pour Érasme, la seule guerre possible, à la limite, c'est la guerre contre l'infidèle. C'est la croisade. C'est celle contre le Turc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans le Pantagruel, que Rabelais écrit après avoir lu Érasme, le cruel ennemi de Pantagruel, loup-garou, est un peu musulman quand même sur les bords. Il jure par Mahon et par Mahomet. Bon, ça permet quand même de mener une guerre. C'est aussi pour cela qu'apparaît dans le ciel, avant la bataille décisive, un hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras, du même genre que celui qu'avait vu le chrétien Constantin juste avant de remporter la victoire sur Maxence au pont de Milvius en 312. Je passe aussi sur plein de choses que je pourrais vous dire à ce sujet. Rabelais, venons-en à lui, qui écrit dans une célèbre lettre à Érasme qu'il a été son père et sa mère à la fois, épouse, au moins on peut dire ça dans un premier temps, globalement la vision érasmienne des choses. Dans la préface du tiers-livre, en 1546, il affirme désormais que le temps des guerres est passé, que la France est superbement bornée, que Pavie est derrière nous et qu'il y a peut-être mieux à faire que d'aller guerroyer chez le voisin. Les véritables enjeux étant ailleurs. Et dans ce même texte, dans ce même tiers-livre, Rabelais a aussi des mots très durs contre ce Machiavel qu'il ne nomme même pas, hein, qui recommande la guerre, y compris contre son propre peuple. C'est la attitude, dit-il, de démovore, c'est-à-dire de mangeur de peuple. Bon. Donc, dans l'œuvre rabelaisienne, et particulièrement dans le Pantagruel et dans le Gargantua, c'est sans surprise à la construction d'un magnifique diptyque auquel on a affaire. D'un côté, le camp des bons, les pantagruélistes, et de l'autre, celui de l'affreux et colérique Picrocole. On peut lire les choses ainsi, et ça fonctionne bien. Si vous avez des lycéens, c'est ce qu'il faut faire. Mais je ne crois pas que ce soit le fin mot de la question. On peut lire ce travail comme une sorte de mise en récit d'une idéologie humaniste, érasmienne, mais on laisse de côté des choses. Alors j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Il me semble qu'il y a des éléments de perturbation par rapport à ce schéma binaire, trop facile, à mon avis. Bon. D'abord, montrons comment Rabelais répond aux injonctions d'Érasme, reprend ça. Alors je lis là du Rabelais pour le coup. Or, laissons-les là et retournons à notre bon Gargantua qui est à Paris bien instant à l'étude de bonnes lettres et exercitations athlétiques. Et le vieux bonhomme, alors bonhomme au sens bon, hein, l'homme bon, Grand Gousier, son père, qui après souper, se chauffe les couilles à un beau, clair et grand feu, et, entendant griller des châtaignes, écrit au foyer avec un bâton brûlé d'un bout dont on escarbote le feu, faisant à sa femme et famille de beaux contes du temps jadis. La toile de fond, c'est un beau tableau, un présent qui pourrait durer toujours, on se chauffe les couilles au feu. C'est le temps du récit toujours répété, le conte. C'est le temps d'un récit pensé pour les femmes et la familia. Et puis arrive, rupture, l'événement qui va mettre fin à ce présent et permettre l'action. Sinon, on n'aurait pas de roman de chevalerie. Hein, si on était devant un feu, voilà. Un des bergers qui gardait les vignes, nommé Pillot, son nom est important puisque ça dit la pillerie, et puis ça va le dire tellement que ça va devenir douteux d'ailleurs, 3 fois dans le même paragraphe. Un des bergers qui gardait les vignes, nommé Pillot, se transporta de vers lui en Icelleur et raconta entièrement les excès et pillages que faisait Picrocole, roi de Lernay, en ses terres et domaines, et comment il l'avait pillé, ok, on a compris, gâté, saccagé de tout le pays, excepté le clos de Seuillé, que frère Jean des Entomeurs avait sauvé à son honneur, où nous étions hier. Voilà. La réaction du bon roi, du bonhomme, Holos, holos, dit Grand Gousier, qu'est-ce ceci, bonnes gens? Songe, ou si est-ce vrai ce qu'on me dit? Picrocole, mon ancien ami de tout temps, de toute race et alliance, me vient-il assaillir? Qui le meut, qui le pointe, qui le conduit, qui l'a ainsi conseillé? La première réaction
du bon roi, si on applique le modèle érasmien à la lecture du texte de Rabelais, c'est le désarroi. Désarroi devant une invasion, parce que ça entraîne nécessairement la guerre. Vous êtes attaqué, vous devez défendre les vôtres. En plus, c'est une guerre avec un voisin, et Erasme a des propos très clairs, je passe là-dessus, sur le fait que la guerre avec les voisins, c'est vraiment le plus ennuyeux. Il vaut mieux avoir une guerre au loin qu'une guerre avec des voisins, et chacun le sait, les murs mitoyens sont... Voilà. Deuxième réaction, elle vient après, c'est l'excuse. Ce n'est pas Picrocole qui a été à l'origine de cette guerre. Qui le meut, qui le point, c'est pas lui. Il a été conduit à se faire. L'hypothèse chrétienne, très, très généreuse quand même, ça consiste à dire Picrocole, c'est pas lui qui est le responsable de cet acte-là, il a sûrement été mal conseillé, ou il y a eu quelque chose qui a fait que. C'est un principe chrétien, un principe banal, celui de la correctio fraternalis, la correction fraternelle, qui fait que, une application du principe de charité en fait, qui fait que quand vous voyez quelqu'un commettre un acte mauvais, alors il faut être charitable, c'est pas toujours facile. Quand vous voyez quelqu'un commettre un acte mauvais, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est pas d'aller lui donner un grand coup de dard ou d'épieu, voilà, c'est de dire peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui le fait agir ainsi, et je vais lui faire crédit dans un premier temps. Ce principe-là, ce principe de correctio fraternaliste, ce principe de charité, il s'appelle aussi le principe du pentagruélisme, parce que une des définitions du pentagruélisme, c'est, je cite, « ne jamais prendre en mauvaise part quelque chose quelconque, ils connaîtront sourd de bon, franc et loyal courage ». Bon, donc il y a bien un lien là-dessus. Alors, j'arrête ici ma démonstration par manque de temps, mais on pourrait faire, sur l'ensemble du chapitre, la même démonstration. Il y aurait une vulgate érasmienne dont Rabelais serait le vulgarisateur, et tout le monde serait content. Sauf qu'il y a des décalages, sauf que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Il y a quelque chose quand même de très paradoxal avec Rabelais, de l'ordre de la gageure même, à écrire un roman de chevalerie, ce qui est quand même pour une bonne part le Gargantua, dans un cadre malgré tout érasmien. C'est-à-dire dans un cadre qui ne tolère que très mal les aventures guerrières. Comment mener une guerre au pays des bisounours, si je traduis, voilà. Comment on fait dans ce cas-là? Une guerre sans sang versé. Est-ce que c'est possible? Pourtant, mon fils bien-aimé, et là c'est la lettre, le plus tôt que pourra faire, c'est l'être vu, retourne à diligence secourir, non tant moi, ce que toutefois par piété naturellement tu dois, que les tiens, lesquels par raison tu peux sauver et garder. L'exploit, c'est-à-dire, sera fait à moindre effusion de sang que sera possible. Et si possible, par engin plus expédient, et on retrouve la question des stratagèmes, et qu'autel et ruse de guerre, nous sauverons toutes les âmes et les enverrons joyeux à leur domicile. Que propose donc Gargantua? Une guerre sans mort, ou presque. Une guerre dont... Et oui, et ce passage que j'ai sauté et à tort, nous sauverons toutes les âmes, c'est une guerre qui sauve les âmes au lieu de les envoyer à Patresse, et les enverrons joyeux à leur domicile. Qu'est-ce que c'est que cette guerre dont tout le monde revient content? Franchement, c'est une chose impossible, ça. De la même façon, il me semble que le comportement de frère Jean cadre bien mal avec l'idéologie pacifiste d'Érasme. Il cadre même si mal qu'on se demande comment il est admissible dans un semblable univers idéologique, et le plaisir qu'on prend comme lecteur à le voir mettre à mort, sans la moindre pitié chrétienne, là pour le coup, ceux qui s'en prennent à la vigne, mais dans le Chinonais on sait que c'est chose sacrée, propose assurément de la guerre une toute autre version. À vrai dire, et pour pousser, si j'ose dire, le bouchon un peu loin, ceux qui finalement sont les plus proches des recommandations érasmiennes, ce sont les pathétiques moines de Seuillé, qui refusent de prendre les armes et qui se réfugient dans un pacifisme aussi mièvre et tremblotant qu'assez qu'inefficace. Eux ne prennent pas les armes, eux restent à faire des prières et à faire de beaux répons pro-paquets en faveur de la paix. Bon. Voilà un des aspects, je pourrais gloser davantage, mais peut-être j'ai pas le temps, du jeu qu'introduit le texte rabelaisien, ce qui fait que c'est un roman, une fiction, et pas simplement un discours tenu par un porte-parole de vérité éternelle. Voilà. Alors, je fais un bond dans le temps, et je résume mon propos. Ce qui s'impose dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est tout de même une vision plus réaliste.
Je me contente de donner des noms, ils vous sont connus vraisemblablement, Machiavel, Botero, Baudin, et là on passe à un univers qui est bien loin du monde rêvé par Rabelais. L'époque est évidemment marquée par les troubles du XVIe siècle, par 30 ans de guerre civile qui déchirent les villes et les familles, à l'intérieur même des familles. Et comme le dit d'un mot Isabelle Flandroy, les guerres de religion ont rendu nos éducateurs réalistes. Par la diffusion du Prince de Machiavel, alors le texte est écrit en 1513, mais il est publié en 1532, au moment même de la publication du Pantagruel. Désormais, la rationalité des États exquipe de la morale traditionnelle. On se met à penser qu'on ne peut pas appliquer les mêmes critères moraux aux hommes et aux États. Et les discours deviennent sinon plus cyniques, du moins plus pragmatiques. Dans une formule célèbre qu'on rappelle toujours quand on parle de la guerre, Machiavel écrit « Le prince doit appliquer tout son esprit et toute son étude au métier de la guerre, qui est le seul qu'il lui importe d'apprendre. » Seul. Si le prince ne maîtrise pas cet art et ne l'étudie pas, il ne peut maintenir la stabilité de son État. Question cruciale pour la France de la deuxième moitié du XVIe siècle. La guerre n'est plus alors l'ultima ratio regum, comme Louis XIV le fait graver sur ses canons. Ce n'est plus le recours final dans les seuls cas de légitime défense, mais ça devient un moyen même de l'existence de l'État et, par ailleurs, le moyen aussi d'expression de la grandeur et de la gloire du prince. Héroard, dont je parlais en commençant, médecin de Louis XIII et auteur donc d'une institution du prince, décrit désormais les désordres, non plus comme une catastrophe qu'il faudrait à tout prix faire cesser, mais comme une inflammation du corps social, comme un phénomène quasi naturel et inévitable. La guerre, y compris la guerre civile, est alors la seule méthode thérapeutique efficace, et il la recommande. Il s'adresse au prince et il lui dit qu'il considère néanmoins, au milieu de la paix, le prince, que les choses du monde étant toutes sujettes à changement. La paix n'est pas faite pour durer toujours. Elle se peut troubler, comme il peut advenir que le peuple, enivré de trop d'aise ou accablé sous trop de mal, en se licenciant de gazouiller à tout propos, mal à propos des actions du prince, de sa personne et des affaires de l'État, se laisse peu à peu glisser à la sédition ouverte, puis emporter des paroles aux mains. Les brasiers des guerres civiles prennent leur origine de ces petites étincelles que le prince doit étouffer. Alors, dans les meilleurs des cas, un attentat politique ciblé, on étouffe l'étincelle, mais si on n'a pas vu venir le brasier, eh bien dans ce cas-là, il faut y aller franchement. Car quand les flammes ont pris de toutes parts, dit Héroard, il n'y a plus de moyen que par la guerre ouverte, qui se fait en la même façon que la guerre étrangère. Vous voyez, on est très très loin d'Erasme là. Je termine avec Montaigne en disant quoi ? En disant que Montaigne a des pages très dures, évidemment, contre les princes qui se lancent dans des guerres pour satisfaire leur cupidité, les Espagnols notamment, ou leur orgueil. Cela dit, la détestation de la guerre qu'on trouve chez Montaigne, elle doit être tempérée en bien des points, précisée et nuancée, et elle conduit le Bordelais à des conséquences inattendues. Par exemple, et conséquences qui sont en fait, d'une certaine façon, la résultante du pacifisme humaniste et du réalisme machiavélien. Par exemple, comme conséquence inattendue, on a chez Montaigne l'acceptation patiente du tyran. Si tout vaut mieux qu'une guerre, alors le tyran, tout tyran qu'il est, a le mérite, et qui n'est pas petit pour Montaigne, de permettre le maintien de l'ordre social. Un tyran, c'est quand même mieux que le chaos. Il garantit l'État. On le voit, Montaigne tire parti à la fois de l'humanisme du début du siècle et de sa critique réaliste. Renverser au nom de sa conscience, comme certains protestants ont envie de le faire, un État, ce n'est pas une mince affaire. Dans un passage que j'aime bien, Montaigne écrit « S'il me semble, à le dire franchement, qu'il y a grand amour de soi et présomption d'estimer ses opinions jusque-là que pour les établir, il faille renverser une paix publique et introduire tant de maux inévitables et une si horrible corruption de mœurs que les guerres civiles apportent, et les mutations d'État en choses de tel poids, et les introduire en son pays propre. Est-ce pas mal ménagé d'avancer tant de vices certains et connus pour combattre des erreurs contestées
est contestable. Est-il quelque pire espèce de vice que ceux qui choquent la propre conscience et naturelle connaissance? Donc vous voyez, la mise à mort du tyran est possible et jusqu'à un certain point légitime avec Montaigne, mais elle doit idéalement s'inscrire dans une procédure qui respecte le fonctionnement normal de l'État et qui garantit l'ordre de la société. Car, in fine, le magistrat qu'est Montaigne, un garant de l'ordre, ce qui importe pour lui, c'est la stabilité politique. Si le tyran est un mal, par rapport à la guerre civile, il est toujours un moindre mal. On pourra toujours dire du tyran beaucoup de choses, mais quand il sera mort. Quand il sera mort, alors là, on pourra se livrer à toute la... Le condamner comme il le mérite est donc dans l'absolu une bonne chose, mais on ne doit pourtant en passer par là que si cette juste punition peut se faire sans prendre le risque d'un désordre plus coûteux. Le dernier mot reste à la puissance, et Montaigne vient terminer en reconnaissant qu'il faut savoir se taire devant la force, non parce qu'elle est la force, mais parce qu'elle est la garante de l'ordre. Dans une petite notation, il dit, je passe le détail, mais il dit « Favorinus lui en quitta bientôt la victoire d'un débat qui était entre Favorinus et je ne sais plus quel prince. Ses amis se plaignant à lui, il répondit « Vous vous moquez, fit-il. Voudriez-vous qu'il ne fût pas plus savant que moi, lui qui commande à 30 légions ?» Je conclus d'un mot, et sur une note un peu sombre, veuillez m'en excuser, en disant simplement qu'en 1532 paraissent deux livres, je l'ai dit tout à l'heure, Le Pantagruel, comme vous le savez bien, et Le Prince de Machiavel, rédigés plus tôt, mais publiés à cette date. Pure coïncidence de date, mais coïncidence rhétoriquement efficace, comme si l'on passait d'un monde à l'autre en 1532. Alors que le premier, celui de notre génial auteur, celui qui nous réunit aujourd'hui, enregistre d'une certaine façon une inflexion ultime de la tradition médiévale, tout en ayant l'air de souligner que c'est une vision très idéaliste des choses, le second entame sur nouveaux frais et dans l'histoire des idées une nouvelle page. En 1532, l'humanisme triomphe, il est pourtant déjà bel et bien fini. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane pour cette brillante mise en perspective. Alors, je vais vous laisser la place ici et puis on va laisser la place aux questions. Si vous avez des questions à poser sur les interventions. Oui. Non. C'est Charlotte. Oui. Oui, merci à Stéphane pour cette présentation à laquelle j'adhère tout à fait. Et pour apporter de l'eau à ton moulin, je dirais que Rabelais, effectivement, a suivi ce chemin réaliste entre le Gargantua et le Quart-Livre, parce que dans le Quart-Livre, Pantagruel raconte l'anecdote des pavots de Tarquin, qui est une allégorie, on coupe la tête des pavots qui sont les plus grands. Et donc, pour une fois, Pantagruel n'est pas pacifiste dans la mesure où il propose une méthode machiavélienne pour éviter la guerre, c'est-à-dire se débarrasser des chefs. Et c'est aussi dans Thomas More. Donc Thomas More évite la guerre, certes, mais il achète la conscience des ennemis, il fait du renseignement, et lui aussi, effectivement, il dégomme les meneurs. C'est dans les cas de rébellion. Donc il me semble que Rabelais lui-même a fait ce chemin. Dans Gargantua, il délègue en quelque sorte les massacres à Frère Jean et les contourne par le rire. Mais au Quart-Livre, c'est Panurge qui va faire les bases œuvres. Mais il va y avoir ce discours tout à fait indirect et allégorique en faveur de solutions machiavéliennes qui ne sont pas la guerre, offensive, la guerre à outrance, mais qui sont les moyens détournés de faire une espèce de guerre larvée comme on la connaît encore maintenant très bien. Merci Marie-Luce. Oui, je suis content d'avoir cette prolongation. Effectivement, j'avais oublié cet épisode-là qui est important et qui permet de
comment dire, de dater plus précisément, plus finement le processus. Pour Thomas More, ce qui est très frappant, c'est que oui, il y a une détestation de la guerre, c'est certain, mais il y a aussi quand même, quand c'est nécessaire, le recours. Les mercenaires il décrit un peuple dont on a bien l'impression que ce sont des Suisses, hein, qui vivent dans des forêts à moitié sauvages, voilà. Et donc, oui, il y a les deux même en fait chez Thomas More. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une simplification, c'est une présentation à grands traits, hein, des choses. Et effectivement, et chez Rabelais, et même chez Thomas More, et même chez Erasme, on peut nuancer infiniment et proposer des précisions. Oui, merci. Oui, moi je voudrais dire aussi que le tiers-livre, je ne suis pas sûre que le prologue du tiers-livre soit aussi pacifique que vous le laissez entendre, parce que vous avez toutes ces pages qui concernent la mise en armes de la cité, avec tout ce vocabulaire guerrier qui est multiplié là. D'autre part, il y a quand même aussi ce passage un peu particulier où on dit que l'étymologie de guerre, enfin bellum, guerre, etc., qui est à mettre en rapport avec les du Bellay. Et on sait combien on a joué sur le nom de du Bellay et par rapport à Bellum, et quand même tout le prologue du tiers-livre et d'autre part le chapitre du premier livre, le premier chapitre du tiers-livre, tout cela me paraît renvoyer à la politique de Guillaume du Bellay en Piémont, avec ce jeu, enfin comment est-ce qu'on colonise un nouveau territoire. Et il y a quand même là toute la guerre du Piémont, tout, je crois, toute l'expérience de Rabelais lorsqu'il était en Piémont avec Guillaume du Bellay, et où il a été certainement très, très marqué par son rôle aussi peut-être d'espion à ce moment-là. Et je pense que... Alors, je ne sais pas là, parce que vous avez fait une lecture angélique, mais là aussi, enfin l'ange, on avait des jeux intéressants sur Guillaume du Bellay, seigneur de Langeais. Hein. Oui, bien sûr, je suis absolument d'accord. Moi-même, j'ai essayé de mettre des quand même un peu partout. J'en ai sans doute pas mis assez. Il y a aussi dans ma présentation une visée, je vais dire pédagogique, hein, très clairement. Je simplifie bien des choses, et le tiers-livre, évidemment, est sur ce mouvement de la guerre. Mais là encore, on est... Bon, c'est plus le Rabelais de 1532 ou de 1534, hein, c'est celui de 1546. Bien sûr, il y a l'expérience de la vie, là. Voilà, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention pour les auteurs à toujours bien prendre en considération qu'on n'est pas le même 10 ans après ou 20 ans après, et, cette évolution, absolument. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça vaut surtout pour les premiers romans, c'est ce que j'ai dit. Absolument. Oui, moi j'avais aussi quelques doutes sur le pacifisme de Rabelais qui peut être... Mais en même temps, cette dissonance cognitive, comme on dit maintenant, elle est fréquente à cette époque. Je veux dire que, bon, on voit très clairement chez Rabelais une jouissance dans les textes que j'ai lus. Il y a une vraie jouissance à décrire, à être dans un roman de chevalerie. Et en même temps, il y a ce discours pacifique qui est là aussi. Mais cette dissonance cognitive, on la connaît chez Léonard, elle est très... Je veux dire, c'est le même Léonard qui parle qui dit que la guerre est folie des plus bestiales, passia bestialissima, et qui, en même temps, passe son temps à décrire des armes plus horrifiques les unes que les autres. Donc, cette tension, elle existe encore. Je veux dire que on a tous, enfin, moi surtout, un goût pour les films d'action. On voit ces choses-là, et en même temps, évidemment, on condamne la guerre chaque fois que c'est possible. Alors, pour te répondre d'un mot, la question là, c'est pas tellement celle de Rabelais, c'est qu'on est dans un roman avec de multiples personnages qui jouent entre eux. Voilà, qui jouent entre eux. Donc,
Toujours, là, j'ai parlé de Rabelais pour aller vite, mais les paroles, comme le disait Marilus tout à l'heure, sont très, en fait, très affectées. Le type de discours que tient Pantagruel ou que tient Grangousier ou que tient, voilà, c'est des discours qui sont contrebalancés parfois par Frère Jean, parfois par Panurge, qui sont des perturbateurs. Voilà, qui sont des perturbateurs. Et chacun, voilà, il y a de la polyphonie, il y a tout ce type de... Dans les accumulations de noms, enfin très, très clairement, il y a de l'humour sur qui ferait une version mineure des romans de chevalerie, en fait.